Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort. Ça y est, la cloche de la rentrée a sonné et pour ce nouveau cycle, j'ai quelques annonces à vous faire. Et oui, il va y avoir du changement par ici. On commence par la moyen bonne nouvelle. Les épisodes de témoignages au format long, tels que vous les connaissez jusqu'ici, vont continuer. Mais, et oui, il y a forcément un mais, je passerai un peu moins de temps à les monter. Je sais que vous êtes sensible aux petites musiques au bon moment, aux transitions ou à la qualité de l'élocution de mon invité. Et moi aussi. Mais tout ce travail réclame du temps. Beaucoup de temps. Trop de temps. Je vais donc abandonner un peu de mon perfectionnisme en chemin et j'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier les prochains partages. En revanche, bonne nouvelle, je continue les mini-séries. Nous aurons donc toujours rendez-vous les mercredis. Vous découvrirez, tout au long de l'année, des épisodes courts dédiés à un thème en lien avec la mort et le deuil. Et rien de mieux pour illustrer cette nouveauté que de lancer la première. Alors, c'est parti! Si tu me suis, tu sais que l'année dernière, je me suis formée auprès de professionnels des soins palliatifs et de l'accompagnement du deuil. Au cours de cette formation, plusieurs thèmes m'ont particulièrement marquée. L'un d'entre eux était les deuils non reconnus. Alors ce mois-ci, je vous emmène à la découverte de l'un d'entre eux. Chaque semaine, vous pourrez écouter le récit d'une personne ayant traversé la douloureuse épreuve de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Hop, pas de débat d'opinion par ici. On ouvre simplement son cœur au vécu de chacun où on passe gentiment son chemin. Alors oui, l'IVG a toute sa place sur le podcast. Bon nombre de témoignages, souvent partagés dans l'intimité ou au détour de discrètes confidences, nous invitent à réaliser qu'après une IVG, aussi volontaire soit-elle, il y a bien souvent deuil. Un deuil vécu par la femme, dans son corps certes, mais dans son cœur aussi. Un deuil parfois vécu dans une solitude ultime, et d'autres fois partagé avec un partenaire. Et comme toujours, chaque histoire est singulière. C'est donc à toutes ces histoires, à travers quelques-unes d'entre elles, que nous allons nous ouvrir ce mois-ci. Et avant de commencer, je tiens à dire un immense merci à mes invités pour avoir osé en parler. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 26 ans. Je suis en couple, sans enfant et dans la vie je suis sophrologue. J'ai eu recours à une interruption volontaire de grossesse en 2021 et j'avais 24 ans. À l'époque, je me formais à la sophrologie. J'y vais chez mes parents depuis la fin de mes études de psycho et j'étais pas du tout stable financièrement parlant. Pour contextualiser un peu, j'avais renoué avec un amour de jeunesse. On s'était revus quelques fois, mais c'était pas une histoire sérieuse. Ça a duré quelques semaines à peu près, et on a coupé les ponts un peu du jour au lendemain. À l'époque, j'avais pas d'autre contraception que le préservatif, qu'on avait bien sûr mis cette fois-là, mais qui s'est révélé être défaillant quelques semaines plus tard. J'ai pas eu de doute tout de suite en fait, puisque j'avais des menstruations assez irrégulières à cette période. Donc le fait d'avoir un peu de retard m'a pas vraiment inquiétée au départ. Sur l'instant, j'avais pas tant repéré de changement, mais en fait avec le recul, j'avais déjà commencé à prendre un peu de poids, j'avais de fortes douleurs dans la poitrine, j'étais beaucoup plus fatiguée que d'habitude, plus essoufflée aussi, mais je remettais un petit peu tout ça sur le dos de mon syndrome prémenstruel. Jusqu'au jour où je me suis dit que j'allais faire un test de grossesse, dans le but de me rassurer et d'écarter cette hypothèse, environ 1 mois après. Et là, c'était la douche froide, parce que j'ai vu le résultat positif s'afficher en fait quasiment instantanément. Je me rappelle encore de ces palpitations dans ma poitrine.
J'étais en incapacité totale de parler, de bouger, de réagir. J'étais vraiment sous le choc et même dans le déni aussi, je pense. Et là, c'est mon monde qui s'est vraiment écroulé parce que depuis mon plus jeune âge, je sais que je veux des enfants. C'est vraiment mon rêve en fait de fonder ma famille et je savais pertinemment que là, j'allais devoir y renoncer parce que c'était juste impossible d'accueillir un enfant dans ces conditions. J'ai pris la soirée pour digérer un peu la nouvelle. J'en ai parlé uniquement à ma famille et j'ai pris la décision de ne rien dire à la personne que j'avais fréquentée puisqu'on n'avait plus aucun contact et que je savais pertinemment qu'il ne m'aurait pas soutenue. Une fois la nouvelle un peu digérée, j'ai essayé de prendre le plus de recul possible sur l'embryon. J'ai essayé de me dire que c'était qu'une toute petite cellule, tout un amas de cellules, que je ne devais pas m'y attacher. Mais inconsciemment, en fait, je posais ma main sur mon ventre. Je me surprenais à lui parler très souvent. Je lui écrivais beaucoup aussi pour extérioriser un petit peu mes ressentis. Et c'est vrai que je me trouvais bête et je ressentais énormément de culpabilité. La décision donc d'avoir recours à une IVG, elle a été évidente parce que je ne pouvais pas accueillir un enfant dans ces conditions. Et je pense que j'étais pas du tout prête. Et malgré ça, je ressentais quand même beaucoup, mais beaucoup de culpabilité. Je m'en voulais énormément. J'ai commencé par prendre rendez-vous avec mon médecin traitant, qui m'a dit d'entrée de jeu que ça allait être très compliqué de trouver quelqu'un qui accepterait de pratiquer une IVG. Et effectivement, j'ai appelé plusieurs sages-femmes de ma ville sans réponse. Donc j'ai dû prendre rendez-vous avec une sage-femme d'une ville voisine qu'on m'avait recommandée. Et il s'est passé 6 jours entre l'appel et le rendez-vous. 6 jours qui m'ont paru être une éternité, où j'ai beaucoup douté, où j'ai continué de beaucoup m'en vouloir, même si je savais que c'était la meilleure décision que je puisse prendre à ce moment-là. 6 jours où j'ai pensé à tous les scénarios, où j'imaginais quelle maman j'aurais pu être. C'était très compliqué, mais j'ai eu la chance d'être entourée par ma famille durant ce moment. Le jour du rendez-vous, j'étais évidemment très angoissée, très triste aussi. Je me rappelle que je me retenais de pleurer sur le trajet, dans la salle d'attente. La sage-femme qu'on m'a recommandée était horrible, très hautaine. Elle m'a fait culpabiliser tout au long de l'entretien, jusqu'au moment de l'échographie en fait. Et d'ailleurs, elle m'a jamais demandé mon consentement. Elle m'a pas expliqué ce qui allait se passer. Et elle avait mis l'écran en fait de l'échographe en évidence pour que je puisse tout voir. À un moment donné, je l'ai entendu dire « y a rien, vous n'êtes pas enceinte ». Alors que je venais de lui dire que j'étais à plus de 8000 bêta-HCG au moment de ma prise de sang. À ce moment précis, elle a compris qu'il y avait un problème donc avec ma grossesse. Mais elle était toujours aussi brutale, toujours aussi désagréable. Elle m'a laissé 20 minutes toute seule pour aller chercher un autre gynéco qui a confirmé donc le diagnostic d'une grossesse extra-utérine. Donc au lieu d'être dans mon utérus, l'embryon il était dans ma trompe droite. Et là en fait, je l'ai entendu dire à ce gynéco, c'est pas grave, de toute façon elle en voulait pas. Donc là, je me suis décomposée, j'étais incapable de répondre, quoi que ce soit, face à tant de violence. J'avais plus aucune émotion, plus aucun sentiment, j'étais vraiment vide. C'est vraiment ce que je ressentais, je ne ressentais plus rien en fait. Et à la suite de ça, elle m'a expliqué donc les différentes façons d'interrompre la grossesse. Donc soit par une opération, soit par une injection. Et moi j'ai choisi l'injection parce que j'avais trop peur de perdre une de mes trompes. J'ai quand même osé demander quel impact cette grossesse extra-utérine pouvait avoir sur mes prochaines grossesses, puisque j'avais très peur de ne plus pouvoir tomber enceinte après ça. Ce à quoi elle m'a répondu « Ah, vous les femmes, vous êtes incroyables, vous voulez des enfants, vous tombez enceinte, et en fait, vous avortez. » Et donc là, encore une fois, impossibilité totale de répondre. J'ai fondu en larmes et je suis repartie en fait en salle d'attente. 3 heures plus tard, après beaucoup d'attentes, un gynécologue m'a conduit en salle de naissance pour qu'une sage-femme puisse me faire l'injection qui stopperait la grossesse.
Et le fait de me retrouver en salle de naissance, ça a été très violent, puisque je venais pas donner la vie, en quelque sorte. Moi, je venais donner la mort. Donc, ça a été aussi très compliqué de me retrouver en salle de naissance. Mais dans mon malheur, j'ai quand même eu la chance de tomber sur une sage-femme exceptionnelle, très douce, très à l'écoute, bienveillante, qui m'a beaucoup rassurée au moment de l'injection, de la préparation de l'injection, même si elle m'expliquait que ça allait prendre un peu de temps, puisque, je la cite, c'est une préparation de monstre. Donc en tout et pour tout, ça aura duré 20 minutes et ensuite je suis rentrée chez moi, triste, un peu déboussolée. Je regrette absolument pas la décision que j'ai prise, mais il m'a fallu quelques mois pour l'accepter. Donc oui, je peux clairement dire que j'ai vécu un deuil suite à cette IVG. J'ai dû faire le deuil donc de cette première grossesse, le deuil aussi de mon rêve d'être maman, le deuil de cet être que je rencontrerai jamais, mais qui en quelque sorte existait pour moi. Je me suis offert une médaille avec la date du jour où j'ai appris ma grossesse dessus. J'ai aussi gardé une petite boîte avec mon test à l'intérieur, les échographies de ce jour-là. Et c'est quelque chose en fait qui me rassure. C'est un moyen de me dire que ça a réellement existé. Ça me permet de garder une espèce de lien en fait avec cet embryon. Mes proches m'ont beaucoup soutenue, même s'ils ont parfois été très maladroits en me disant que c'était la vie, que j'avais fait une grossesse extra-utérine parce que c'était pas le bon moment, que je devais pas être triste parce que j'aurais pas pu garder ce bébé. Donc moi, j'ai pris la décision de plus évoquer ce moment de ma vie et d'un peu tout garder pour moi pour plus entendre tout ça. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'y pense encore souvent, mais d'une façon peut-être un peu plus sereine, un peu plus apaisée. Je suis en paix en fait avec mon vécu et tout va bien pour moi aujourd'hui. Si j'avais quelque chose à dire aux personnes qui traversent cette épreuve, ce serait écoutez-vous, prenez le temps dont vous avez besoin pour vous en remettre, parlez-en si vous avez besoin d'en parler et surtout c'est votre corps et votre choix. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la mini-série dédiée à l'IVG. J'espère que ce témoignage vous aura touché et aura su ouvrir vos cœurs au-delà des clichés. Pour soutenir le podcast de la mort, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok, et ainsi interagir avec moi ou partager les publications pour faire rayonner le podcast. Enfin, si vous le pouvez, n'hésitez pas à me faire un don sur la page Soutenir le podcast de mon site internet www.lepodcastdelamort.fr et ainsi m'aider à financer le matériel, les abonnements d'hébergement et le temps dédié à la réalisation de tout ce contenu. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau partage.